Les sous-officiers Innocent Rwamba et Moussa Konaté reposent désormais au cimetière militaire de Gouingen en terre burkinabé. Tombés sur le champ d'honneur, les soldats de la paix ont été inhumés cet après-midi à Ouagadougou. Randonnée touristique des cascades, la randonnée a tenu toutes ses promesses. Tourisme, humanitaire et culture, la deuxième édition de l'événement a fermé ses portes sur des notes de satisfaction. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Tombé sur le champ d'honneur au camp de Ber à 60 km de Tombouctou, les sous-officiers Innocent Rwamba et Moussa Konaté reposent désormais au cimetière militaire de Gouingen à Ouagadougou. L'inhumation a eu lieu en présence de parents, amis militaires du rang, sous-officiers, officiers et des généraux de l'armée malienne et burkinabé. Le reportage est signé Zalissa Sanfo. C'est le dernier adieu de la nation burkinabé à ces deux sous-officiers morts pour la défense de la paix au Mali. L'adjudant-chef Innocent Rwamba est parti à l'âge de 50 ans, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants inconsolables. Et de son parcours professionnel, l'on retient de lui un soldat consciencieux et déterminé. Sous-officier travailleur, discipliné, consciencieux et disponible, s'acquitte des tâches à lui confiées avec zèle. Son ardeur au travail et sa conscience professionnelle lui ont valu la décoration de la médaille militaire le 1er novembre 2012. Pareil aussi pour l'adjudant-chef Moussa Konaté, parti à l'âge de 53 ans, laissant derrière lui une veuve et 3 enfants. Son dévouement au service, son professionnalisme lui ont valu sa distinction à la médaille militaire le 1er novembre 2010. Toujours disponible, il a donné entière satisfaction à ses chefs. Pour les parents des victimes, ces hommages les confortent dans leur position selon laquelle leurs parents n'ont pas péri pour rien. Innocent est mort pour la paix. Et j'ai constaté que la famille n'était pas seule dans cette situation. Vous-même, vous le voyez, pratiquement toute l'armée est derrière les deux familles. Voilà. Bon, ça nous encourage. Les délégations maliennes et de la MINUSMA sont aussi au Burkina Faso pour témoigner la compassion, le soutien et la reconnaissance du peuple malien aux efforts des soldats burkinabés. La mobilisation a été forte. C'est une mobilisation qui a concerné les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang de la garnison de Ouagadougou pour offrir une sépulture très digne à nos camarades qui sont des soldats de la paix. Désormais, c'est au cimetière militaire de Gouingen que reposent les deux sous-officiers burkinabés, morts sous le drapeau onusien pour la paix au Mali, un jour de 16 août 2014 à 11h53 par un attentat à la voiture piégée. Et puis les sous-officiers Innocent Rwamba et Moussa Konaté étaient au Mali, donc dans le cadre d'une mission onusienne pour le maintien de la paix dans ce pays. Et c'est dans le cadre de leur mission que les sous-officiers ont trouvé la mort le 16 août dernier, comme vous le disait Zalissa Sanfo. À l'arrivée de leur dépôt hier dans leur pays, le Burkina Faso, c'est le président Blaise Compaoré, chef suprême des armées en personne, qui a accueilli les corps. C'était en présence également de Zalissa Sanfo. À bord de cet avion, les deux corps sans vie des sous-officiers Moussa Konaté et Innocent Rwamba. Ils étaient partis, les mains sur le cœur pour défendre la paix au Mali. Mais un attentat à la voiture piégée mettra fin à leur séjour et aussi à leur vie. Ce soir, c'est leur ultime retour à la terre qui les a vus partir au sein du bataillon Badenia 2. En premier rang de cet accueil, symbole d'un adieu, le président du Faso, venu s'incliner et saluer la mémoire de ses soldats tombés, les armes à la main pour la paix au camp de Ber. Pour Blaise Compaoré, c'est une grande perte. Mais la cause qui a mobilisé les soldats burkinabés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour le Mali
est noble. Nous sommes engagés au Mali, c'est pour la paix dans le monde, mais aussi c'est pour la paix au Burkina, car vous savez bien que ce qui se passe au Mali, si ça doit s'aggraver, si la situation politique n'est pas stabilisée, si les mouvements extrémistes vont occuper des territoires au Mali, cela veut dire que c'est le Burkina qui va être largement affecté. Donc ce que nous faisons comme devoir là-bas, c'est un devoir, une parcelle du devoir national pour notre sécurité, pour notre stabilité. L'attentat qui a coûté la vie à ces 2 soldats a fait aussi 7 blessés. Et le général de division de rassurer que tout est sous contrôle. Ça commence à faire lourd parce qu'il y a moins de 45 jours, et nous avons aussi des victimes à l'occasion de l'explosion d'une mine. Ce sont des militaires donc, qui savent qu'il y a des prises de risques, donc, qui mesurent les risques encourus. Donc ils sont formés pour ça, ils ont le moral. Si les soldats, eux, peuvent se surpasser, pas les parents des victimes, mais la présence du président du Faso ce soir est un grand réconfort. Le président est venu s'incliner devant lui. Bon, sincèrement, je suis très content de ce côté. Cette perte pour moi aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Parce qu'il est parti sans rien me dire. Sincèrement, ça me fait très mal. Le décès de ces 2 sous-officiers porte à 4 le nombre de combattants burkinabés tombés sur le champ d'honneur au Mali. À Kaya, une équipe de la Direction générale du contrôle des opérations d'aménagement et de construction a procédé au contrôle des constructions et des espaces aménagés. Le constat est que certaines constructions obéissent aux normes réglementaires et d'autres non. Les contrevenants ont été interpellés à se conformer au respect des dispositions en la matière sous peine de sanction. Le reportage porte la griffe de Seyrouzon. Le directeur général du contrôle des opérations d'aménagement et de construction est à Kaya. Première étape du contrôle, ce bâtiment à usage d'habitation de type R+1 au secteur 4. Après vérification des documents, l'intéressé est en règle. En témoigne ce permis de construire. Vraiment, ça c'est une bonne initiative. Bon, en tout cas, si c'est comme ça, si ça va être comme ça, toujours la continuité, en tout cas, les gens ne font plus construire de faux étages. L'équipe de contrôle s'est par la suite rendue sur ce chantier. Là également, la règle du jeu est le même. Vérifier si le propriétaire possède ou non un permis de construire, la réponse est négative. Ici, on ordonne l'arrêt des travaux. Le propriétaire est donc appelé à se conformer à la réglementation. Tout comme cette réserve administrative occupée par un lieu de culte sans aucun respect de procédure. Si vous construisez, vous entamez une construction sans l'autorisation préalable, vous êtes passible d'une amende comprise entre 200 000 et 2 millions, voire un emprisonnement allant de 6 mois à 2 ans de prison. Ça, c'est en matière de construction. Également, si vous occupez des espaces en dehors de toute procédure réglementaire, vous êtes passible d'une amende comprise entre 1,5 million et 10 millions. Et également, vous êtes passible d'une amende d'emprisonnement. En clair, ce contrôle vise à sensibiliser les acteurs du domaine sur le respect des procédures en matière de construction et également en matière d'occupation des espaces aménagés. Une démarche bien appréciée par les autorités. Nous félicitons vraiment la mission centrale pour leur accompagnement et leur appui et pour les conseils aussi que la mission va nous donner pour que ensemble et avec les services déconcentrés, nous puissions vraiment sensibiliser véritablement les populations pour que les populations puissent comprendre que ces contrôles, ce n'est pas méchant, mais c'est pour leur propre sécurité. Ce que je peux lancer comme appel, c'est que tous ceux qui veulent construire doivent déposer une demande d'autorisation de construire. S'ils veulent construire, il n'a qu'à se rapprocher de la mairie, les services techniques de la mairie pour savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Ces contrôles vont s'étendre dans d'autres villes et après cette étape de sensibilisation, la Direction générale du contrôle des opérations d'aménagement et de construction passera à la phase de répression conformément aux dispositions réglementaires. Les femmes de la région du Centre ont reçu le 22 août dernier des équipements de transformation et de production. Cette opération s'inscrit dans le programme de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Le reportage est de Claudine Bikaba.
Après les 12 régions du Burkina, c'est au tour des associations et groupements féminins de la région du centre de recevoir du matériel de transformation et de production de la part du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes adopté en 2011. Certains des équipements viennent de très loin. Et il faudrait qu'il y ait un bon entretien pour que ça ne se brise pas rapidement. Par ailleurs, je sollicite vraiment des responsables de groupement qu'elles pratiquent une gestion équitable des équipements même et des ressources qui vont être générées par ces équipements pour que tous les membres puissent vraiment tirer profit en termes d'emploi, mais en termes de revenus également. Les femmes de la région du centre se réjouissent des 261 pièces de technologie reçues. Je suis très heureuse ce soir de la remise de ces technologies-là, parce que vous savez très bien que les femmes, à travers leur métier, à travers les créations, elles travaillent tous les jours, mais sans technologie, elles ne peuvent pas développer ce qu'elles font. Nestorine Sangaré a aussi saisi cette opportunité pour présenter les conditions d'acquisition de ces équipements. Toutes ces technologies que nous donnons sont données à moitié prix, quel que soit le prix. Et elles ont 6 mois de différé pour travailler avec ces technologies avant de commencer à rembourser selon une durée qui sera convenue. Elles signent une convention. Et sur la base de cette convention, elles disent pendant combien de temps elles vont rembourser. Mais nous donnons un délai d'1 an pour que le remboursement se fasse rapidement afin qu'on puisse aller acheter pour celles qui n'ont pas encore eu. Des équipements composés entre autres de machines à coudre, à tricoter, à tisser, d'unités complètes de production de savon, de moulins à grains, de décortiqueuses de noix de karité, de presses de karité, bref, tout est réuni pour rendre la femme plus autonome. Le tabagisme passif est devenu un phénomène qui expose la population à des problèmes de santé graves. Pour protéger les non-fumeurs, le Burkina Faso a adopté depuis 2010 une loi qui interdit de fumer dans les espaces publics. 4 ans après, le constat est que cette loi a du mal à être respectée. Pourquoi une telle situation? Comment les non-fumeurs vivent-ils le tabagisme passif? Que faire pour une application effective de cette loi? Les réponses dans ce dossier signé Wendata Nathalie Kaoré. Chaque jour, des fumeurs enfument leur entourage sans être inquiétés et exposent ainsi une bonne partie de la population à des risques sanitaires graves. Et pourtant, il existe au Burkina Faso une loi qui interdit de fumer dans les lieux publics. Cette loi est loin d'être respectée et cette situation est mal vécue par beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas intéressant. Parce qu'on voit qu'il y a une loi qui est votée et c'est affiché un peu partout. Mais les gens continuent à fumer dans les lieux publics au vu et au su de tout le monde. On sait que les effets néfastes de la cigarette, c'est la santé, mais il n'y a pas d'application dans la loi. Je suis informé de cette loi, mais c'est l'application qui n'est pas respectée. Puis je vois en public que les gens fument et ça dérange ceux qui ne fument pas. Et comme vous savez, en Afrique, pour dire à quelqu'un que tu me déranges, tu me gênes à être à fumer, c'est un peu difficile, quoi. C'est pas, il peut trouver que c'est un peu impoli. Fumer dans les lieux publics, pour moi, je pense que ce n'est pas responsable. Parce qu'une grande personne, lui-même, il sait que en allumant sa cigarette, il se dérange lui-même à cause de sa fumée et celui qui est à côté aussi se plaint. Dès la création de notre réseau, nous avons pris sur nous l'initiative de faire en sorte que de façon symbolique, les différents organes de presse de la capitale, pour commencer, puissent être des espaces sans tabac, des espaces non fumeurs. Nous avons mené cette initiative-là dans une dizaine d'organes dans la ville de Ouagadougou pour faire en sorte que les journalistes puissent être les premiers à donner l'exemple en matière de respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Lorsque nous sommes repartis sur nos traces, nous avons constaté malheureusement que dans la dizaine d'organes, 5 ou 6 comme ça n'avaient pas vraiment tenu parole. Mais pourquoi la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics n'est-elle pas respectée? À cette question, les raisons avancées sont entre autres la méconnaissance de la loi, le silence de ceux qui sont victimes du tabagisme passif et l'absence de la répression. Malheureusement, je constate que cette loi n'est pas appliquée
Peut-être parce que beaucoup l'ignorent. Mais comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc je pense qu'on devrait passer maintenant à l'application de cette loi avec toute sa rigueur. Parce qu'effectivement, fumer dans les lieux publics indispose beaucoup les non-fumeurs. Il y a beaucoup de gens qui ignorent l'existence de cette loi. Et même ceux qui connaissent l'existence connaissent très peu le contenu. Et quand tu vas quelque part et quelqu'un t'en fume, quand tu évoques la loi, la personne ouvre les grands yeux parce qu'il ne sait même pas que ça existe et que c'est interdit. Face au phénomène du tabagisme passif et de tous les autres problèmes liés au tabac, certaines personnes estiment qu'il faut davantage sensibiliser les fumeurs et augmenter les taxes sur les produits du tabac. D'autres, par contre, pensent qu'il faut passer à la phase de la dénonciation, de la répression et même interdire l'entrée de ce produit sur le territoire burkinabé. Il faut toujours sensibiliser les gens pour que les gens puissent prendre la bonne décision vis-à-vis du tabac. Si nous accentuons cette sensibilisation, ça permettra aux gens de prendre conscience un peu plus de la nocivité des produits du tabac. Si nous sensibilisons également, ça permettra aux gens de comprendre que le fumeur sans fume illégalement empoisonne les personnes qui sont autour de lui. La principale cible doit être les fumeurs pour qu'ils arrêtent de fumer. D'abord dans leur intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Ensuite, que s'ils ne peuvent pas arrêter de fumer, qu'ils sachent qu'ils ne doivent plus enfumer qui que ce soit. Tant que les gens ne vont pas se plaindre, si moi on m'enfume et que je ne me plains pas, personne ne saura que j'ai été enfumé. Tout le monde doit faire appliquer la loi en partant de l'individu lui-même qui dit il ne faut pas m'enfumer. Dans une maison, c'est interdit de fumer quand il y a des gens. Même si c'est ta maison, quand il y a des gens, c'est interdit. Cette loi-là, elle est un peu dissuasive, mais je me dis que c'est une loi qui est difficile à être appliquée quand même ici. Mais ce que je prône, qu'on essaye d'augmenter le prix de la cigarette, peut-être ça va quand même diminuer le nombre de fumeurs. Pour moi, la meilleure manière de lutter contre le tabagisme est la fermeture des industries de tabac. Je dis cela parce que même si on augmente le prix de la cigarette, ceux qui ont les moyens vont toujours s'en procurer. Aujourd'hui, le danger est que la cigarette est une porte d'entrée dans la drogue pour beaucoup de nos enfants. Sensibiliser ou réprimer, en tout cas, il faudra trouver la meilleure stratégie pour faire appliquer la loi. Cela y va de la santé des populations dans un contexte où les priorités sanitaires sont déjà nombreuses. Les fumeurs, quant à eux, devraient savoir ou se rappeler que nul n'est censé ignorer la loi. À bon entendeur, salut donc Nathalie Kaoré. Ceci dit, le CSPS de Bagassi, on parle de santé toujours dans les Balais, vient de bénéficier d'une ambulance. C'est le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun qui a procédé à la remise officielle de cette ambulance ce jeudi 21 août 2014. Ce don s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités d'évacuation des structures déconcentrées de la santé. Le reportage est signé Sirki Milugo, Moussa Sanon. Évacuer les malades à Bakassi relevait d'un parcours du combattant. Avec cette ambulance remise au CSPS, le centre de santé et de promotion sociale de la commune, cela relève désormais du passé. Cette nouvelle ambulance va permettre de réduire les temps d'évacuation et permettre aux populations d'accéder à une meilleure prise en charge. Voilà, c'est vraiment un sentiment de joie. Nous remercions l'action du gouvernement et aussi nous tenons à remercier tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à l'acquisition de cette ambulance. Les 40 000 âmes de Bakassi sont contents de leur nouvelle ambulance et avec elle, le maire de la commune en premier. L'entretien, la maintenance de ce véhicule est primordial si nous voulons que l'ambulance vive. Donc, en tant que maire de la commune de Bakassi, nous allons avec le comité de gestion prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'ambulance vive le plus longtemps possible. Cette ambulance remise à Bakassi est un geste du gouvernement qui entend rapprocher les malades des services de santé. Le ministère de la Santé, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme national de développement sanitaire, a ouvert un axe de renforcement du système de santé en décidant d'ériger les CSPS en CM et en décidant également de renforcer par les équipements sanitaires et les infrastructures. Donc la remise de ces ambulances rentre dans ce cadre.
Il faut noter qu'en plus de Bakassi, Safané et Bondokui, 2 autres communes de la boucle du Mouhoun ont chacune bénéficié d'une ambulance. Et puis les participants de la deuxième randonnée des cascades avaient pour défi d'atteindre le sommet du mont Tenakru, situé à 747 mètres d'altitude. Si la plupart des 5000 randonneurs ont pu grimper jusqu'à la cime de la montagne, cela s'est fait avec beaucoup d'efforts et de sueur bien entendu. Malgré tout, les randonneurs s'en sont donnés à cœur joie et espèrent revivre les mêmes émotions l'année prochaine. Foi de Simplice Barreau. Objectif atteint pour ces randonneurs, ils viennent de se hisser sur le mont Tenakru à 747 mètres d'altitude, le sommet le plus haut du Burkina. Mais pour y arriver, que de péripéties, si certains randonneurs prennent des forces avant l'ascension, d'autres par contre observent déjà des signes de fatigue avant même la montée. C'est des galettes, oui. Ça va nous permettre de terminer le reste du trajet. C'est la marche, mais je compte continuer dans peu de temps. Il y a la fatigue aussi. Plus loin, on se restaure en groupe avant de débuter l'escalade dans la bonne humeur. Voilà. C'est-à-dire comment on doit commencer l'ascension du mont Tenakuru. Voilà, on juge être normal de se remplir le ventre d'abord. Les populations du Tena saisissent l'occasion pour réaliser de bonnes affaires. Le petit marché de la randonnée 2014 est pris d'assaut. La soif et la faim y sont sans doute pour quelque chose. Les conditions physiologiques étant réunies, la plupart des randonneurs prennent de l'altitude sous les yeux protecteurs du président de l'Assemblée nationale, du ministre de la Jeunesse, du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et bien sûr du président du comité d'orientation du RECIDEC, le réseau citoyenneté et développement des cascades. En moyenne, une quinzaine de minutes pour être au sommet du Tenakru et ceux-ci l'ont fait. C'est vraiment formidable, c'est un paysage incroyable. Vous voyez, à partir de là, j'ai le premier village malien qui est là avec la tôle qui brille et une végétation vraiment formidable. Et ajouter, n'est-ce pas, à l'esprit du sport qu'on devrait avoir chacun de nous, je dois dire que c'est une journée de gagner. Très heureux, très fier d'avoir participé à cette randonnée et d'être parvenu au sommet. J'avoue que c'est fantastique. Oui. La vue est impressionnante. Malgré les contraintes d'organisation, la randonnée 2014 semble être une réussite. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Les jeunes, ils arrivent à comprendre que c'est des efforts qui sont faits pour les satisfaire. Parce que bon, il y a des services qu'on n'avait pas prévus, mais arrivés sur les lieux, on les a ajoutés, par exemple, les donner les petits déjeuners. Bon, vraiment, les donner un certain nombre de choses. Bon, sincèrement, là, tout se passe bien. Donc, ils ont compris. Je crois que il y a des gens même qui sont impatients pour la 3e édition. Rendez-vous en 2015 pour la 3e édition de la randonnée des cascades qui s'annonce en fanfare. Voilà, en attendant la randonnée réunie, des milliers de randonneurs hier samedi à Sendou et à Tenakru. Un parcours riche en couleurs qui a marqué le point culminant de cette 2e édition qui a tenu toutes ses promesses. Sylvain Vevamba signe pour vous le reportage. Parti du village de Kribina à la sortie nord de la ville de Banfora sous une fine pluie pour un circuit touristique qui les a conduits des pics de Sendou au sommet du mont Tenakru, randonneurs et officiels avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale n'ont pas boudé leur plaisir. Moi-même adulte, c'est la première fois qu'il m'a été donné de faire ce parcours-là et j'avoue que j'ai été vraiment impressionné. Nous venons donc de découvrir les merveilles de la nature dans cette région. Que nous puissions faire en sorte que la randonnée du mont Tenakru puisse être exploitée d'une façon équilibrée et même faire en sorte que cette randonnée s'entretienne. Accueil, ascension et visite guidée à l'intérieur des pics à Sendou. Accueil, allocution des organisateurs, des coparrains et du patron devant les populations de Tena. Ascension du mont Tenakru ont été les temps forts de cette journée. Un programme qui se voulait le clou des manifestations entrant dans le cadre de la randonnée 2014 des cascades. Avec un premier bilan qu'en tirent les organisateurs. Nonobstant les difficultés rencontrées et les contraintes et les couacs qui existent dans toute œuvre humaine, on peut se féliciter de cette 2e édition. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, comme je l'ai dit, au-delà de tout, c'est de mettre la région des cascades en vitrine, c'est de mettre les potentialités de cette région et du Burkina Faso
en vitrine. En plus des 4000 randonneurs, jeunes pour la plupart venus de Ouagadougou, se sont joints ceux de Bobo-Dioulasso, de Banfora et même de la Côte d'Ivoire et du Mali voisin. Un circuit et un engouement pour la randonnée, salué par le président de l'Assemblée nationale. Je crois que cette visite est à amplifier au niveau de notre pays, et quand on dit qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire du tourisme, la réalité est là, et je voudrais féliciter vraiment les organisateurs de la randonnée. Pendant 3 jours, les randonneurs, repartis en plusieurs sous-groupes, ont pu découvrir les nombreux sites touristiques qui font la fierté des populations de cette région. Dans la soirée du vendredi 22 août, les randonneurs ont eu droit à une soirée culturelle organisée par le Récidec. Plusieurs artistes ont animé cette soirée en présence de Sylvain Vebamba. L'une des innovations de l'édition 2014 de la randonnée des cascades du réseau Citoyenneté et Développement des Cascades a été l'organisation d'une soirée culturelle avec levée de fonds pour appuyer le ministère en charge du tourisme dans la promotion de cette activité dans cette région. Ce qui était surtout important, c'est le contenu. Nous avons pu faire passer beaucoup de messages. C'était en direct à la RTB. Nous professions saluer tous les acteurs qui ont permis de réussir cela. Et le message est passé, la jeunesse doit se mobiliser, la jeunesse doit se battre. Et la région doit se battre, et les populations de cette région doivent prendre leurs responsabilités pour valoriser ce qu'ils ont de si précieux. Il faut que nous passions à une autre phase qui constitue donc le développement de l'industrie touristique pour cette région et pour le Burkina. Sur un même plateau artistique, musique, danse, humour, prestations d'artistes alliant tradition et modernité, et des images de valorisation des richesses touristiques de la région télédiffusées par la RTB ont reçu un écho favorable de la part des fils et filles de cette région. Le Récidec a atteint vraiment ce que nous souhaitons. Souvent on crie, on voudrait le développement de sa région, mais on ne commence pas par soi-même. Et on ne peut jamais se développer sans soi-même s'impliquer. La mobilisation et l'engouement n'ont pas laissé indifférents les autorités qui se sont engagées à accompagner l'activité. La jeunesse du Burkina s'est fortement mobilisée ce soir ici à Banfora. Mobilisation autour des valeurs culturelles, des valeurs touristiques de notre pays. Cette grande mobilisation est l'œuvre du Récidec. Je voudrais en cela saluer les organisateurs. Randonneurs et populations de la ville de Banfora ont ainsi vibré au rythme des sonorités du Burkina tout entier. Thomas, dans le Nayala, c'est dans cette localité que Daouda François Dalla a vu le jour en 1929. La passion de cet octogénaire est un instrument musical, le lolo ou arc musical. En 1973, un de ces morceaux a été enregistré par Radio Burkina pour servir de générique pour ouverture et fermeture d'antenne. Voyez le portrait de Daouda François Dalla avec Sirki Midogo et Moussa Sano. Daouda François Dalla est aujourd'hui âgé de 85 ans. Il joue le lolo ou arc musical depuis 1944, un instrument peu connu du grand public, mais qui pourtant a une histoire. Comment il est venu à l'instrument? Il a trouvé ses papas là qui faisaient, mais c'était des gens déjà avancés en âge. Mais quand même, les parents, les papas là ont tenu à les initier. Ils étaient peut-être 4 comme ça qui avaient été initiés. Et je crois par finir, lui il est resté, lui il est. Le lolo est constitué d'un arc et d'une corde. Cet instrument de musique, aussi appelé arc à bouche, se joue avec un morceau de bois et une brindille. Il dit qu'avec cet instrument, lui, il a été invité à plusieurs reprises
pour se reproduire avec des danseurs, soit au niveau de Ouagadougou, soit dans d'autres villes. Il doit ajouter aussi qu'ils sont allés dans beaucoup de pays européens. Ils se sont déplacés aussi. Ils sont allés plusieurs fois en France, ils sont allés en Hollande, ils sont allés en Belgique, ils sont allés au Danemark, au Maroc. Donc, ils ont aussi parcouru le monde avec l'instrument et la troupe Logouin de Thomas. Le lolo a été pendant longtemps un des grands instruments de réjouissance en pays sain. Malheureusement, cet instrument de musique est en train de perdre son lustre d'antan avec l'apparition des outils modernes. Dans le temps, ce n'est pas comme aujourd'hui, où vous avez les appareils de musique partout. Et vous avez les DVD, les cassettes, où on met partout, les gens se retrouvent. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, c'était les seuls instruments de musique. Et quand il sortait pour jouer, tous les jeunes se regroupaient autour de lui. Maxime est un des fils de Daouda François Dalla. Il constitue l'espoir de survie du lolo. Quand on est né, venu trouver le papa qui jouait, un bon truc que tu fais, s'il y a eu relève, je crois que le truc a bien marché. On remercie Dieu. La survie du lolo de Daouda François Dalla, c'est aussi à travers la reconnaissance par le BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur de ces morceaux, notamment celui enregistré en 1973 par Radio Haute Volta, aujourd'hui Radio Burkina, pour servir de générique, ouverture et fermeture d'antenne, une reconnaissance non réalisée pour le moment malgré les démarches entamées. Parlons environnement maintenant pour dire que dans la région du Sahel, le désert menace la survie des activités économiques des populations. Pour y faire face, des projets de reconstitution du couvert végétal sont entrepris au grand soulagement des éleveurs qui retrouvent des aires de pâturage. Ces terres arides récupérées font penser à la possibilité de reverdir le Sahel. Reportage signé Vincent Kiendrebero. Des sols arides, dénudés, caractéristiques du Sahel burkinabé. C'est la preuve de la dégradation de l'environnement. Cette situation a mobilisé des projets qui tentent de reconstituer le couvert végétal. Ici, une équipe de l'ONG Reach Italia en activité. Il s'agit de scarifier le sol pour faire obstacle au balayage des eaux pluviales. De telles opérations sont menées à plusieurs endroits de la région du Sahel avec des résultats concluants. Là, on a du concret. Il suffit de regarder à ce niveau et puis regarder ici, là où ça n'a pas été sous-solé, vous voyez la nette différence. Vous voyez que quand le sol est déjà sous-solé, les espèces végétales, ils poussent correctement. Là, à Marcoy, une forêt en devenir. Selon certains témoins, tout est parti de rien grâce à un programme de lutte contre l'ensablement, le PLCE du ministère de l'Environnement, avec une implication active des villageois. Ce site, auparavant, il était nu. Il n'y avait même pas d'herbe ou un peu d'eau. Aujourd'hui, nous avons retrouvé des gains. On a de l'herbe, on a de l'eau, on a des arbres qui peuvent nous servir dans l'avenir. Parce qu'avec le sous-solage, l'eau reste pendant un certain temps. Et une fois qu'on plante, les espèces qu'on plante profitent de cette eau et arrivent à évoluer. Une fois que la reprise est bonne, je pense que ça constituera une forêt. Dune de sable à Tasmakat. Ici, le défi est d'arriver à stabiliser le sable pour éviter son invasion des sols et des points d'eau. Il s'agit d'une activité de fixation de dunes. La technique, elle est simple. Il s'agit au départ d'avoir à votre disposition des boutures de forme. Après, la population se mobilise et ils font les plantations de boutures. Scarification ou sous-solage, fixation de dunes ou plantation d'arbres, les techniques sont diverses et concourent à barrer la route du désert qui menace la survie des activités économiques de la région. Aujourd'hui là, c'est très bien. Voilà, notre animaux mangent ici. L'herbe, nous, on enlève l'herbe ici, on laisse pour les animaux. Et puis encore, les arbres là étaient donnés les graines. Les graines là, les animaux aussi viennent manger ça là. Cette année, maintenant là, vraiment notre site est très bien. À l'image des sites visités, beaucoup d'initiatives de sauvegarde de l'environnement au Sahel sont fort encourageantes
et se présente comme un secours porté à ces populations dont l'activité économique est menacée. Environnement encore, l'association Agir pour tous en partenariat avec les populations du village de Koutla dans la région du Nord ont procédé à une campagne de reboisement dans la cour de l'école primaire de Koutla. À cet effet, plusieurs dizaines de plants de diverses espèces ont été plantés. Le reportage de Aboubakar Sagnon. Un aire de récréation dans la cour de l'école primaire de Koutla dans le Yatenga. Mobilisés par l'association Agir pour tous, les élèves, les habitants et les autorités locales du village sont là pour reverdir la cour de l'école. En mettant en terre ces plans, l'association entend contribuer à la lutte contre la désertification et à la postérité un meilleur cadre de vie et d'études. Une action qui entre en droite ligne de la politique du ministère en charge de l'environnement. L'idée est très heureuse d'associer les élèves, les enfants, qui sont les générations futures, à ce que font les générations actuelles. Parce que le développement durable, ça signifie que les générations actuelles consomment, produisent, mais le font de manière à ce que les générations futures ne puissent pas en pâtir. Les membres de l'association Agir pour tous ne sont pas à leur premier acte éco-citoyen. Il y a 15 ans, ils avaient reboisé sur le même site. Les arbres qu'on a eu à planter, un ancien dynamique était de passage et a su entretenir les arbres que nous avons plantés. Et l'école a eu un prix d'excellence en ce qui concerne le jardin, le verger botanique de l'école. Et c'est justement sous les arbres plantés en 1999 que s'est déroulée la clôture de l'année scolaire de l'école de Koutla, une cérémonie qui a permis de récompenser les meilleurs élèves et enseignants. Environnement toujours, la société Cotecna a choisi Tanguy Dassouri pour contribuer à la restauration du couvert végétal. La société a prévu de mettre en terre plus de 1000 plants dans le cadre de la campagne de reboisement. Reportage de Sier Sylvestre Da. Cotecna Inspection SA pour un environnement sain et durable. C'est sous ce thème qu'est placée cette deuxième édition des activités de reboisement de Cotecna. Environ 1300 plants sont prévus pour être mis en terre cette année dans ces bosquets aménagés par la structure ici à Bazoulé. C'est donc un projet écologique entrepris en 2013 qui se poursuit. Cette initiative depuis l'année passée visait donc à apporter notre contribution donc à la lutte au combat du gouvernement dans le cadre du reboisement, de la lutte contre justement la sécheresse. Nous saluons vraiment à sa juste valeur l'engagement des partenaires, des ONG, des associations, des sociétés dans le cadre du mot d'ordre Planton Utile. Et nous avons aujourd'hui la manifestation concrète de l'application de cet appel du gouvernement pour aider effectivement à reverdir le Burkina, à faire en sorte que le désert recule et d'une manière générale à soutenir le développement. Ont également pris part à ces activités de reboisement une délégation de l'entreprise Tanalise. L'administration douanière est également présente, conduite par son directeur général. Comme vous le savez, c'est une activité importante en ce qui concerne particulièrement nos pays qui connaissent pas mal de difficultés à tout point de vue. Donc c'est vraiment un sentiment de joie de pouvoir parrainer cette activité. Le reboisement de l'année dernière a connu un taux de succès de 55%. Et le directeur général de Cotecna dit prendre des mesures pour renforcer et améliorer ces taux. Il a par ailleurs félicité l'ensemble de ses partenaires environnementaux pour leur assistance technique et promet de revenir en 2015 pour la dernière phase de réalisation du projet en termes de plantation. Voilà, ainsi se referme votre journal. Toutes les équipes qui ont réalisé le 20h cette semaine se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. On vous retrouve dans quelques semaines pour d'autres 20h. Dans l'instant, suivez toujours les programmes de la RTB. Au revoir et à bientôt.